Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien à l'échiquier international. Pourquoi le génocide à Gaza ne cessera jamais de nous éblouir en dépit de tout le mal qui s'y passe, par le degré de mensonge qu'il nous a dévoilé depuis le début du drame et par le degré de l'hypocrisie que l'on découvre chaque jour dans l'impuissance, sans oublier tous les masques que ce génocide a fait tomber de ces grandes puissances donneuses de leçons en démocratie et en droit international. Deux fondamentaux si chers au monde occidental sur lequel justement ce monde moderne a basé toute sa doctrine et pourtant toute cette construction est restée impuissante devant l'antité-sioniste. Dites-nous, vous, monde civilisé, expliquez-nous comment en quelques décennies l'antité-sioniste est devenu supérieur au droit international, cette ligne rouge que quiconque dépasse tombe dans la disgrâce. Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi ce dictat devient nul lorsque le responsable est l'antité-sioniste. Tout de suite, les développements. Alors pour en parler ce soir avec nous notre invité Miloud Chenoufi, professeur donc des relations internationales. Monsieur Chenoufi, Miloud, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. D'habitude, vous êtes avec nous en direct du Canada. Aujourd'hui, c'est donc à Alger que vous vous retrouvez. Nous faisons un plaisir de vous accueillir sur nos plateaux. Monsieur Miloud Chenoufi, pour commencer, certainement vous avez donc dû entendre parler de la flottille, de ce qui s'est passé hier et avant-hier, cette interception, cet arraisonnement, comme on dit, ou cet arraisonnage. Et donc aujourd'hui, finalement, il y a eu des développements. Sauf que, bien sûr, pour commencer, monsieur Chenoufi, cette interception de cette flottille vers Gaza a mis quand même à nu toute l'hypocrisie du monde occidental, en obligeant par exemple les militants à signer un document où ils doivent reconnaître qu'ils ont été arrêtés dans les eaux sionistes. Alors que ce n'est pas le cas. Et s'il y a vraiment une infraction, c'est bien l'entité sioniste qui l'a commise en arrêtant cette flottille, justement, en haute mer. En fait, les signatures qui ont été exigées l'ont été sous contrainte. Donc on ne peut pas considérer que ce sont des signatures qui équivaudraient à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur quelques territoires ou sur quelques espaces maritimes que ce soit. Du point de vue du droit, ces signatures-là sont l'équivalent des aveux obtenus sous la torture. Oui. Et par conséquent, ils sont nuls et non avenus. On peut comprendre que les militants aient signé un tel document pour pouvoir être libérés justement, mais tout le monde va bien comprendre que ces signatures-là n'ont pas de signification particulière. Donc elles ne sont pas réellement valables puisqu'elles ne sont pas obtenues, comme vous le dites, de manière la plus normale, c'est-à-dire que là, une forme de chantage où vous signez, on ne vous libère pas. Le problème, c'est que on avait parlé au départ du fait que certains militants ont signé, bien entendu, donc il faut comprendre que c'est de bonne guerre également. D'autres ont refusé, comme Aïma Hassan et 4 autres militants. Alors, ils ont refusé, non pas de signer, ils ont refusé le principe même de signer sur quelque chose qui n'est pas vrai. Encore un autre mensonge, justement, qui ferait donc, si vous voulez, la propagande pour l'entité sioniste, finalement. Exactement. En fait, bien sûr, ça aurait été utilisé de cette manière-là, comme quoi les membres de cette flottille auraient reconnu ceci ou cela, c'est-à-dire la souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens et sur l'espace maritime qui pour légitimer leur arrestation. ne leur appartient absolument pas. Mais ceux et celles qui ont refusé, eh bien, ont aussi de bonnes raisons de ne pas le faire pour justement que cet argument-là ne soit pas utilisé éventuellement. Dans le cas spécifique de Madame Rima Hassan, vous savez qu'elle est membre du Parlement européen et par conséquent, elle représente un problème pour Israël si elle est arrêtée, puisque son arrestation ou sa détention va nécessairement enclencher des processus
auprès de l'Union européenne, quelque chose que Israël ne souhaiterait pas. Donc, on ne sera pas surpris de la voir libérée bientôt. C'est le cas. Hein. Donc voilà, et cela s'explique par le fait que effectivement, ce n'est pas n'importe quelle personnalité. Oui. C'est une personnalité élue d'un État européen et qui siège au Parlement européen. Et bien entendu, elle, avec son courage, a pu utiliser donc ce statut pour donner en fait une certaine stature à la flottille et ensuite pour pouvoir tenir tête à Israël comme elle l'a si bien et si courageusement fait. En fait, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression que dès le départ, elle savait très bien où elle voulait en venir. Parce qu'elle aurait très bien pu signer d'emblée, comme l'ont fait d'autres, et repartir et rentrer chez elle. En fait, qu'elle voulait faire porter la voix encore plus loin. C'est ça? Exactement. Et puis, vous savez, il fallait faire quelque chose. Bien entendu, ce n'est pas la flottille qui va mettre un terme au génocide. Certainement pas. Mais la symbolique, elle est d'une importance capitale pour mettre devant leurs responsabilités un certain nombre d'États qui refusent réellement de prendre des mesures sérieuses malgré, je ne sais pas si vous êtes certainement au courant que des pays comme l'Angleterre, le Canada, l'Australie ont pris la décision de sanctionner 2 ministres israéliens dans les 24 dernières heures. Le gouvernement de Netanyahou. Oui, exactement. Mais ça reste très, très insuffisant. Et donc l'initiative de la flottille, l'initiative du convoi humanitaire qui s'en va vers l'Égypte, c'est justement de continuer à mettre devant leurs responsabilités les États qui ont une responsabilité à la fois morale, bien entendu, parce que ce sont des États qui se sont toujours présentés comme les garants du droit international, mais également une responsabilité directe parce que ces mêmes États continuent de fournir un matériel militaire à Israël. Mais également pour mettre devant leurs responsabilités les États arabes, notamment les plus stables et les plus riches, qui, on le sait malheureusement, ont une attitude à l'égard des États-Unis, c'est-à-dire le premier sponsor d'Israël, une attitude de servitude. Je parle des monarchies en général, et qui financièrement, leur acte s'apparente à s'agenouiller devant les États-Unis, eh bien les États-Unis n'ont aucune raison de porter quelque intérêt que ce soit à des choses auxquelles les opinions publiques du monde arabe portent dans leur cœur. Oui, alors Milou Tchenoufil, l'antitétionniste, a démontré qu'elle était supérieure cette fois-ci. Vraiment, elle a démontré de manière très flagrante au droit international, en agissant par exemple en haute mer, en procédant d'une à l'interception de la flottille, de 2 à l'arrestation de son équipage et de 3 en maintenant cet équipage en détention, en les jugeant justement devant une justice, une juridiction sioniste. Donc on est franchement devant une série d'infractions commises par l'antitétionniste, et qui donc devrait répondre de ces actes. C'est le contraire qu'on voit finalement. Exactement, et puis c'est tout à fait cohérent avec le peu d'égard, voire le mépris à la violation systématique du droit international par Israël depuis toujours. Vous savez, il y a un rapport qui a été publié, si je me souviens bien, l'année dernière par un organisme relevant des Nations Unies, et qui dit clairement que Israël, tout ce que Israël a fait dans les territoires palestiniens est illégal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé une seule action qui soit conforme au droit. Qu'ils agissent de la manière avec laquelle ils ont agi les dernières 24 heures ou 48 heures ne doit étonner absolument personne. Parce que, en fait, il n'y a personne pour les sanctionner, personne pour dire que il faut dire le droit dans ce cas-là et condamner cet État-là. Et alors, les États qui osent parler, le Brésil, la Colombie, le bloc du Sud, oui. Absolument, des pays comme ça, eh bien, n'ont pas le pouvoir de faire respecter le droit international. L'État qui peut le faire. Une action. Exactement. Enfin, des actions sont engagées. Regardez l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud, ils l'ont fait. Mais vous savez, ça reste encore inefficace tant et aussi longtemps que les États-Unis n'ont pas décidé d'agir. Voilà.
Alors, on dit depuis quelque temps que les relations entre Netanyahou et Trump sont des relations exécrables. Je n'ai pas de mal à le croire à partir du moment où Netanyahou est une personnalité très retorse et donc face aux présidents américains qui ont une hésitation à lui donner tout ce qu'il souhaite, comme l'a fait Joe Biden, eh bien, il crée des situations de tension. Mais cette situation de tension n'est pas suffisante pour que le président Trump finisse par dire que je lâche Netanyahou. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent, malgré toutes les difficultés dans lesquelles se trouve Netanyahou à l'heure actuelle en termes de politique domestique. Eh bien, ce n'est pas suffisant pour que le président américain agisse. Donc on ne s'étonne pas, je veux dire, on ne s'étonne pas de cette réaction lorsqu'on sait que même sur le plan interne, certains anciens responsables sionistes qui sont connus pour être connus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est quand même pas des enfants de cœur. Ehud Olmert, il a du sang sur les mains, et celui-là a quand même réagi en disant que ce qui se passe à Gaza est un crime contre l'humanité. Que faut-il de plus, je veux dire, lorsque même un sanguinaire, un criminel de guerre, parce qu'Ehud Olmert n'en est pas exclu de toute façon, et qui est contre Netanyahou, alors que les États-Unis continuent justement à se taire. Alors, ça doit nous donner l'occasion de dire quelque chose à propos de la dynamique actuelle, la dynamique interne de politique domestique en Israël. Le problème de ces critiques-là, elles sont tout à fait valables. Bien entendu, ce que Olmert a dit, vous avez raison de rappeler qu'il n'a pas les mains propres. C'est lui qui a été responsable de la judéisation d'Al-Quds, de telle sorte que Jérusalem-Est ne revienne jamais aux Palestiniens, comme le prévoit le droit international. D'ailleurs, Ehud Barak aussi lui-même était général dans l'armée avant de devenir Premier ministre. Le problème ici, c'est que toutes ces critiques-là ne sont pas fondées sur l'idée selon laquelle l'alternative devrait être la souveraineté des Palestiniens, le recouvrement des Palestiniens de leurs droits fondamentaux. C'est à qui va, d'une part, obtenir la libération des otages, tout en maintenant la colonisation. Une sorte de concurrence, au fait. C'est ça, exactement. Alors, je veux dire, bien sûr, ce sont des gens qui ne peuvent plus soutenir ce que Netanyahou fait. Ehud Olmert a dit d'ailleurs que Netanyahou ordonne aux soldats de tuer des enfants pour le plaisir, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais encore une fois, quand on essaie de voir est-ce qu'il y a une alternative réelle qui impliquerait la dignité des Palestiniens, leur souveraineté politique collective, eh bien, on n'en trouve pas. Et c'est la raison pour laquelle même quelqu'un d'optimiste comme moi voit des raisons d'être pessimiste sur le sort des Palestiniens. Oui, d'ailleurs, Ehud Olmert dit que Netanyahou est en train de tuer des enfants et des femmes. On tue et on tire sur des femmes enceintes. Je m'étonne que ce soit par pitié qu'il a réagi, mais beaucoup plus, comme vous disiez tout à l'heure, à cette course à qui aura le plus la cote auprès des sionistes des territoires occupés. Justement, Milou Tchenoufi, alors l'entité sioniste, en plus donc cette affaire de la flottille, elle vient au fait démasquer l'impuissance du droit international. Le droit international il reste impuissant à répondre à ces infractions, par exemple par des sanctions, parce qu'on l'a fait avec l'Ukraine. Pourquoi ne le ferait-on pas avec l'entité sioniste? D'autant plus que l'entité sioniste est incapable aujourd'hui ou si vous voulez, la communauté internationale plutôt, est incapable de montrer du doigt justement ce caractère illicite qui est exercé aujourd'hui par l'entité sioniste, et la flottille en est le parfait exemple. Bien, la raison elle est très simple, c'est que personne n'a peur de rien du tout. C'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. D'où vient cette impuissance? C'est l'absence de volonté et non pas d'impuissance. Voilà. Parce que l'impuissance intervient lorsque on a la volonté de faire quelque chose et qu'on ne peut pas. Mais on ne peut pas les actionner. On ne peut pas. Le droit international est très clair. Il peut très bien être mis en œuvre et mettre un terme au génocide. Maintenant, la question c'est pourquoi il n'y a pas de volonté en la matière? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est parce que le projet colonialiste, sioniste, dans les territoires palestiniens est un projet politique occidental. Donc, les gens qui le soutiennent le font par
conviction profonde. L'exemple caricatural est celui du président Biden. Le président Biden, personne ne lui a tordu le bras pour signer un chèque en blanc à Netanyahou. Il l'a fait par conviction profonde. Maintenant, voici le problème avec les convictions profondes en politique. C'est lorsque on s'en tient uniquement à elles, eh bien, ce qu'on oublie, c'est la responsabilité. Et la responsabilité en politique, ou l'éthique de la responsabilité en politique, c'est de tenir compte des conséquences des actions qui sont fondées sur les convictions. Et ces conséquences-là, que le monde entier essaie de pointer, c'est-à-dire un génocide, eh bien, ceux qui continuent de croire dans ce projet-là, en Occident et ailleurs, ne veulent pas tout simplement les voir. Eh bien, justement, j'aimerais bien, justement, un petit peu avec vous analyser, M. Tchenoufi, la réaction, par exemple, de la diplomatie française, parce qu'il s'agit de citoyens français. Lima Hassan est citoyenne française. Elle est en plus eurodéputée. Il y a aussi, je crois, 3 autres Français, plus le Brésilien, qui sont donc détenus. Et pour le rappel, c'est Thiago Avila, parce que je veux absolument donner le nom du Brésilien qui est Thiago Avila, qui est avec Lima Hassan et qui sont, pour la précision, en isolement. Depuis donc ce matin, selon les informations qui nous sont parvenues, juste après que le ministre des Affaires étrangères français ait déclaré qu'ils seront bientôt libérés, c'est-à-dire dans un tweet, plus une déclaration. Il a dit, je reprends, les 4 ressortissants français sont encore retenus en Israël, seront expulsés vers la France demain et après-demain. Merci à nos agents pour leur mobilisation admirable qui a permis cette issue rapide en dépit du harcèlement et de la diffamation dont ils ont été objet. C'est presque s'ils ne remercient pas quelque part l'antitessionniste pour avoir bien voulu les libérer, n'est-ce pas? C'est exactement le cas. Lorsqu'on voit la dernière phrase là. C'est exactement le cas. La diplomatie française est une diplomatie qui est très flottante sur le dossier palestinien et ça fait très longtemps que l'approche gaulliste, si on veut, qui consistait à dire que la France a une politique arabe, c'est-à-dire une approche balancée du conflit israélo-palestinien, De Gaulle qui avait lui-même critiqué l'occupation des territoires palestiniens après la guerre de 1967, eh bien cette tradition-là a complètement disparu et elle a été remplacée il y a depuis surtout la présidence de Nicolas Sarkozy par une approche clairement alignée sur Israël. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas de l'impuissance, c'est l'absence de volonté, eh bien, on le voit encore une fois ici avec un exemple clair de l'État français où la volonté n'est pas là, tout simplement parce que les convictions n'y sont pas. C'est-à-dire la conviction de devoir dénoncer Israël, c'est un peu la conviction de devoir se dénoncer soi-même. Vous comprenez? Et donc, c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit jusqu'au point, selon vous, de vouloir sacrifier son propre citoyen, mais au bien-être d'Israël, de l'antitessionniste. Au fait, c'est ça, parce que de toute façon, on l'a vu avec l'affaire Saint-Sal, on a remué ciel et terre, la France a remué ciel et terre pour leurs citoyens français fraîchement si vous voulez, naturalisée. Alors que là, Lima Hassan est réellement citoyenne française depuis donc très très longtemps. Et on voit beaucoup de timidité, beaucoup de pudeur, beaucoup de gêne. On ne sait pas comment demander à l'antitessionniste de libérer rapidement ses citoyens. Alors, on est presque dans le remerciement, dans la gratitude à l'antitessionniste aujourd'hui. Exactement. Et puis, c'est un exemple, encore un, du deux poids, deux mesures systématique, dès lors qu'il est question des droits fondamentaux des Palestiniens, cette fois-ci à travers un déni de droit à une citoyenne française. Et bien entendu, dans cette vision-là, il y a quelque chose de très curieux dans la culture politique occidentale, dans les milieux libéraux, où on est convaincu qu'il faut adopter une approche cosmopolite des questions des droits humains à l'échelle mondiale et les défendre partout où ils sont violés. Et dans ces milieux-là... Qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Oui. Et dans ces milieux-là, il y a toujours eu, tout en tout but, l'affirmation selon laquelle les Palestiniens sont exclus de cette approche-là libérale.
les libéraux aux États-Unis, par exemple, vous avez des gens qui sont profondément convaincus qu'il faut défendre les droits humains au Venezuela, en Iran, en Irak avant l'invasion, en Syrie bien sûr, plus maintenant que le gouvernement... Un peu moins. C'est ça, etc. etc. Mais jamais lorsqu'il est question des Palestiniens. C'est une contradiction dans le libéralisme occidental, mais c'est une contradiction qui est profondément assumée. Voilà. C'est très profondément de manière très décomplexée. assumée, et elle se manifeste généralement dans ce deux poids, deux mesures, qui laisse beaucoup de gens à travers le monde douter de l'efficacité du droit international pour réellement traiter de ces questions. Donc ça veut dire que le droit international n'est valable que pour une certaine frange de population. Comment faut-il comprendre justement, par exemple, depuis que cette flottille donc a été interceptée, la classe politique française partagée, elle n'aurait pas été s'il s'agissait par exemple de l'assassinat d'un sioniste ou de l'assassinat d'un soldat sioniste. Ou, bon, la liste serait longue, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Mais en tous les cas, sur cette affaire, elle a été vraiment très partagée. Est-ce que parce que Rima Hassan a toujours donc défendu la cause palestinienne, on a eu quand même droit à des réflexions assez sarcastiques où on disait la croisière Samus, par exemple, la croisière des selfies, où on a même accusé l'équipage de faire une opération de com et non une opération humanitaire. D'ailleurs, certains partis de droite se sont offusqués c'est presque un reproche qu'on faisait à la flottille, donc dans tout ça, ça a dévoilé le dédain et le mépris face à une question qui finalement est très très grave. A-t-on le droit de rire de n'importe quoi? Certainement pas. Et vous savez, un génocide a toujours besoin d'un psychopathe pour en prendre la décision, de criminel pour le mettre en œuvre, de menteur pour le couvrir et de cynique pour le justifier ou pour créer du bruit autour de ce qui se passe, de telle sorte qu'on ne parle pas du cœur du problème, mais qu'on parle de questions adjacentes. Ce que vous avez décrit dans votre question, eh bien, c'est la dernière catégorie. C'est du cynisme qui fait en sorte qu'au lieu de parler et de mettre en perspective cette action-là qui essaye en fait de lever un couvercle qui est en fait bien levé grâce aux médias sociaux sur le drame de notre époque, c'est-à-dire un génocide inqualifiable, et bien de quoi on parle? On parle de choses qui sont périphériques. Périphériques. Et malheureusement, certaines personnes qui ont porté la citoyenneté algérienne à un moment donné et qui résident actuellement en France et qui écrivent des chroniques dans certaines publications françaises jouent ce jeu malsain qui consiste à être moralement engagé dans le génocide dont sont victimes les Palestiniens. Oui, c'est hélas bien le cas, d'autant plus que presque la classe politique, ou si vous voulez la diplomatie française, a presque reproché à cette flottille d'avoir pris cette initiative en disant, le ministre, donc pour le citer, le ministre des Affaires étrangères français, a dit « pourtant nous nous avions mis en garde ». Donc il fallait pas faire ce qu'ils ont fait, quelque part, entre guillemets, ils l'ont cherché. Merci beaucoup Miloud Chenoufi, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Canada et que vous êtes avec nous aujourd'hui pour avoir fait le tour de la question aujourd'hui à Gaza. On en parlera tant que cela sera nécessaire de Gaza et des Palestiniens qu'on tente de tuer soit par des bombardements, soit par la famine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.